Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Visionnaire. J'ai aujourd'hui comme invité mon amie qui est auteure, animatrice, qui est aussi formatrice, qui est spécialiste de la psychologie positive, mais le thème de notre entretien aujourd'hui, de notre discussion, c'est l'espoir. Parce que quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Et on part de cette phrase-là pour décliner la définition de l'espoir. Alors, Christine Michaud, bienvenue. Comment ça va? Ça va bien. Je pensais que tu allais dire que notre sujet du jour, c'est les chandails rayés roses. Hey, on s'est pas parlé, gang. On se retrouve devant l'écran il y a 10 minutes, puis on se dit, ben voyons donc, on aurait dû s'appeler. Non, c'est quand même très cute, là. On a vraiment l'air des petites copines, hein? On peut pas le On cacher. est vraiment des petites amies. Alors, Christine, tu fais partie du collectif avec Nicole Bordelot, Serge Marquis, Marc Pistorio, qui est docteur en psychologie, Serge Marquis, qui est médecin spécialiste de santé. La santé au travail, surtout. De santé au travail, c'est ça. Aussi, la gestion. Nicole Bordelot, Madame Yoga, Madame Zen. Oh, je sais que vous avez fait aussi un webinaire qu'on peut retrouver sur la page d'Édito sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Mais je voulais quand même jaser de ça avec toi parce que pour moi, l'espoir, c'est comme si c'est les graines, c'est les germes dont je pense que c'est ce que j'utilise le plus dans tous les enseignements, dans tout ce que je fais, les conférences, les ateliers, les retraites. S'il y a plus d'espoir, il y a plus rien. Et dans le contexte actuel, où est-ce que on est face à un changement de l'échiquier géopolitique, il y a beaucoup de peur, c'est encore plus important. Alors, donne-moi ta définition de l'espoir, on va partir de là. Ben, pour moi, l'espoir, c'est une petite bougie, c'est une petite flamme à l'intérieur de nous. Tu sais, quand on parle quand on cherche Dieu, qu'on cherche la source de tout, je sais pas trop, ça va un peu avec ça pour moi. C'est un peu dans le même ordre, mais c'est une petite flamme qui est là, qui est toujours présente. Sais-tu, ça va te paraître bien, peut-être bizarre, mais en fait, ça va être concret. Tu sais, comme quand on a un foyer au gaz naturel, là, il y a un témoin qui doit toujours rester allumé. Là. Le petit témoin, là, c'est comme il y a comme une petite flamme, là. Une flamme, là, mais c'est ça qui prend de l'ampleur quand... Un starter en bon français. C'est ça, quand tu pars le foyer. Fait que je trouve que l'espoir, pour moi, ça ressemble à ça. Je me dis, c'est là, c'est toujours disponible, accessible. On peut toujours nourrir l'espoir de différentes façons, je pense. Mais des fois, la flamme est fragile, tu sais, elle est très vacillante, elle passe proche de s'éteindre. Puis tu l'as dit, peut-être que ça se peut que ça s'éteigne aussi par moment, là, quand il n'y en a plus du tout d'espoir. Là. Fait que ça se rallume-tu, cette affaire-là? C'est un peu le questionnement, moi, que j'ai eu en écrivant le texte, là, puis que j'ai encore même. C'est la discussion qu'on avait avant qu'on ouvre les Kodak, en fait, c'est qu'on se disait, l'espoir, c'est par opposition, bien sûr, au désespoir. Le désespoir, c'est quand il n'y a plus de cet espoir-là. Moi, je l'ai vu autour de moi à plusieurs reprises. J'ai été confrontée à ça très jeune, à 14 ans, quand mon père, devant le désespoir total, a posé un geste fatal, il s'est suicidé. Et on n'a jamais vraiment compris comment est-ce qu'il pouvait en être arrivé là, puisque souvent, il y avait des signes avant-coureurs, mais jamais on pense que quelqu'un va se rendre là. Parce qu'il y a toujours un peu d'espoir et pourtant, non, il y a des gens, et il y en a quand même 1000 par année au Québec, bon an, mal an ou à peu près, qui ne voient plus d'espoir. Mais c'est drôle que tu me parles de ton père là, parce que ce matin même, en pensant qu'on allait se parler ce midi, c'est drôle, j'ai un cousin qui s'est suicidé, moi, un cousin que j'aimais plus que tout, qui s'est suicidé jeune vingtaine, là. Et je me souviens, puis j'ai complètement, tu sais, des fois on met des choses complètement de côté dans la vie, j'ai l'impression par protection, je sais pas trop. Puis, tu sais, ça fait longtemps, là, j'ai préparé le texte qui est dans le livre, qu'on a écrit, que ça a été publié, que l'on en parle. Il s'appelait Samuel. Il vient de me repopper ce matin. J'imagine qu'il est peut-être un peu présent. Mais bref, je me souviens que ce qui m'avait marqué à l'époque, quand il s'est suicidé, c'est que j'en revenais pas. Tu sais, je me disais, hey, comment il a pu se rendre là? Ça n'a pas de bon sens. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit, une amie psychologue qui m'avait dit, Christine, c'est parce qu'il n'y avait plus d'espoir qui a posé ce geste-là. Et ça m'avait tellement marqué. Je me dis, comment il pouvait ne plus avoir d'espoir? Puis
Puis là, je me dis, mais c'est bien bizarre, je repense à ça aujourd'hui alors que je viens d'écrire un texte dans un livre qui s'appelle Espoir. Tu sais, Alors, c'est vraiment, mais moi, tu vas rire, là, mais c'est parce que moi, j'avais jamais fait le lien. Des fois, c'est aussi niaiseux que ça. ouais, Le désespoir, c'était l'absence d'espoir, ouais. finalement. Et moi-même, j'y ai goûté à plusieurs reprises dans ma vie, à ce désespoir-là. Et j'ai toujours eu cette, quand tu parles du pilote, là, tu sais, ah, on est, je sais pas, il y avait un petit glitch dans l'Internet. J'ai toujours eu ce pilote-là que la flamme s'est jamais éteinte complètement et je me souviens, le moment où je suis descendue le plus bas, c'est à l'été 2011, pour toutes sortes d'histoires pathétiques dans mes histoires amoureuses qui m'ont amenée à ouvrir une blessure béante que je savais même pas que j'avais puis qui était sans fond, une espèce de puits sans fond d'incompréhension de la vie finalement et de la blessure de trahison. Et à un moment donné, j'ai appelé mes sœurs puis je leur ai dit, je comprends notre père. Mmh. Et là, mes sœurs étaient pas très rassurées. Elles auraient pu dire, est-ce qu'on appelle 911? Elles m'ont dit ça, est-ce qu'on appelle 911, France? Non, 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 non. J'ai pas du tout l'intention, j'avais même pas de pensée par rapport au suicide, mais je pouvais comprendre tout à coup, et ça m'a donné beaucoup de compassion, je pouvais comprendre que quelqu'un arrive à dire, je ne vois plus d'espoir. Mais moi, j'ai toujours eu ce petit pilote-là qui fait que j'ai cultivé cet espoir-là, cet été-là, puis au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, je voyais qu'il y avait une journée sur deux où est-ce que l'espoir avait pris le dessus, puis après ça, 2 sur 3, puis 3 sur 4, puis à un moment donné, c'était 5 sur 5. Mais c'est l'espèce de flamme dont tu parles, c'est le germe ou la graine d'espoir, dont on dit souvent, il y a toujours des graines d'espoir. C'est ça qu'il faut arroser quand on tombe dans le fond du baril puis qu'on trouve un trampoline plutôt que finalement le fond. Oui, oui, tout à fait. Mais je pense, oui, il faut l'arroser, mais peut-être aussi que comme pour tout le reste, il faut être conscient que ça va fluctuer, que ça va varier, puis c'est normal, ça fait partie de la vie. Tu sais, moi, je dis souvent en conférence, tant que tu es en vie, tant que ton cœur est branché sur une machine, là, à l'hôpital, le tracé, il fait ça. Tu sais, des fois, on nous promet des affaires que, tu sais, on va faire ça, puis que notre vie, là, on fait, OK, faites telle affaire ou pensez de telle façon, puis là, tout d'un coup, tu vas vivre dans le nirvana pour le restant de tes jours. Ben non, tu sais, je pense, Non, ça marche pas de même. Mais bref, c'est haut et c'est bas. bon, mais je pense que l'espoir, c'est pareil. Puis tu sais, quand tu dis, oui, on l'expérimente dans notre vie. Moi, je le raconte, le premier texte dans mon texte, en fait, l'ouverture là, de ce texte-là, ben, je parle d'une de mes amies, puis ça, Oui. c'est quelque chose qu'on a vécu aussi semblable avec deux amies différentes, mais j'ai perdu une amie très, très proche rapidement, en l'espace, en fait, de 5 semaines, un cancer foudroyant. Elle est décédée le 12 juin dernier, puis elle, c'est incroyable comment elle m'a fait osciller là, dans l'espoir, le désespoir, puis tout ce qui peut se situer entre les deux. Tu sais, de l'annonce du diagnostic, croire que, ben non, elle va s'en sortir, les traitements vont agir, puis là, après, oups, là, ça marche plus des bouts, là, on se dit, ah, elle va mourir, là, on se met à parler de la mort, on se parle de tout, on est super ouverte, on pleure ensemble. Puis là, oups, des fois, il y a comme un éclaircie, tu sais, un feu d'artifice, là, tout d'un coup, on est rempli d'espoir, puis là, on refait un bout là-dedans, ça retombe. Fait que jusqu'à la fin, jusqu'à temps que, tu sais, à un moment donné, elle a pas mal gardé espoir jusqu'à la fin, mais en toute lucidité aussi, en faisant face à ce qui pouvait aussi venir. Puis je trouve que il y a eu quelque chose à un moment donné pour moi de l'ordre, j'en parle aussi dans mon texte, là, mais de l'espoir au-delà de l'espoir. Explique-toi, oui. Il n'y a plus d'espoir. Là. Quand il n'y en a plus, comme elle, c'était la fin. Là, tu sais. Mais là, elle s'est mise à espérer le monde d'après. Voilà. Et jamais, tu sais, c'est Chantal qu'elle s'appelle, puis c'était pas avec elle que je pouvais parler tant que ça des trucs plus spirituels ou voire ésotériques, là. Bien qu'elle avait une ouverture puis tout ça, elle était très respectueuse. Puis je pense que ça lui faisait du bien par moments. Mais là, on est arrivé dans des sujets complètement nouveaux ensemble. Puis, tu sais, elle m'a dit, je dois avoir une mission de l'autre bord. Là. Il doit y avoir d'autres choses. Puis là, je voyais qu'elle se rallumait en parlant de ça, puis en imaginant ça, bien que on le sait absolument pas. Mais je trouve que ça, c'est un bel exemple quand même d'espoir. Tu sais, quand l'espoir, des fois, là, c'est un espoir dans quelque chose qu'on connaît même pas.
sais, on n'a même aucun contrôle. On ne sait pas ce qui va arriver, ce qui est même possible. Mhm. Parce que je cite un chercheur, moi, dans mon texte, je me suis beaucoup intéressée à la psychologie positive par rapport à l'espoir et tout. Tu sais, lui, il définit l'espoir comme un diamant à plusieurs facettes. Puis dans ces facettes-là, il y a la probabilité, la possibilité, ces choses-là. Mais il y a toute une part d'imagination, de ce qu'on contrôle pas, de ce qu'on connaît pas, puis en même temps tu sais, en anglais, ils disent surrender. J'ai de la misère à trouver le mot des fois, mais te laisser Simplement s'abandonner, accueillir ce que là, je dépose les armes. Surrender, ça veut dire je dépose les armes. Puis, regarde, il arrivera ce qui arrivera. Puis en même temps, mais j'ai espoir qu'il va arriver quelque chose de beau. Dans ce que tu sais absolument pas c'est quoi. Ben, raconte-nous donc, là, justement, il y a des études qui ont été faites aussi, puis l'espoir fait partie des 10 sentiments, ou en tout cas des 10 émotions les plus puissantes. Et il y a des études qui ont été faites là-dessus. Explique-nous un petit peu comment, qu'est-ce que la science sait jusqu'à maintenant? Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'on sait que l'espoir, il y a 10 émotions positives qui sont plus puissantes que toutes les autres. Ben, émotions, là, s'il y a des psys dans la salle, vont dire c'est pas toutes des émotions, c'est des sentiments. Non, ça ne fâchera pas dans les fleurs du tapis, là, mais bref, quelque chose qu'on peut ressentir. On peut parler d'état. État, j'aime bien état, t'as raison. Alors oui, l'espoir fait partie de ces 10 émotions-là. Puis quand même, bizarrement, tu sais, il y a là-dedans l'amour, la gratitude, la joie, des trucs comme ça, qu'on connaît quand même bien, qu'on est capable généralement de générer au quotidien. Mais l'espoir, quand on arrive là-dessus puis on pose des questions, on se rend compte que, ouf, c'est quoi l'espoir? Puis comment je fais, moi, pour nourrir l'espoir dans ma vie? Au même titre que la sérénité. Je trouve que l'espoir et la sérénité, là, c'est deux états que des fois, on a de la difficulté à cerner un peu. On comprend les mots, mais on ne sait pas trop comment les mettre en pratique ou c'est ça, les appliquer. Qu'est-ce qui va nous permettre de le ressentir vraiment aussi, là? Donc, tu sais, l'espoir, ben, ça marche main dans la main, je pense, avec bien d'autres choses comme l'émerveillement, la gratitude, parce que plus je me nourris de positif, plus je trouve que la vie est belle, plus je vois du beau, du bon autour de moi, plus j'ai des relations harmonieuses, etc., ben ça nourrit l'espoir, ça aussi. Ça nourrit l'espoir d'une belle vie, d'un monde meilleur, d'un demain qui sera pas fichu comme parfois on a tendance à le penser actuellement, tu sais. Et devant l'état du monde actuel, moi, j'aimerais quand même apporter une nuance qui est importante pour moi. Je parle beaucoup d'espoir. Ça fait vraiment partie de mon mandat. Je suis vraiment contente, en plus, maintenant, d'avoir un livre sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. Mais c'est fait partie de la réflexion que j'ai depuis longtemps. Et j'aimerais faire une nuance dans le vocabulaire, juste pour qu'on s'entende sur la différence entre espoir et pensée magique. Alors, on pourrait dire que la pensée magique, c'est l'espérance. C'est la partie passive de l'espoir où est-ce qu'on s'assoit, on se met 2 pieds sur le bureau puis on espère que ça va changer en ne participant pas au changement. Alors que pour moi, l'espoir, c'est vraiment c'est un état actif. Et je l'ai raconté dans d'autres vidéos, là, mais à un moment donné, quand j'étais plus jeune, puis je suis sûre que tu peux me reconnaître là-dedans, quand j'étais plus jeune, j'étais dans un party à un moment donné, puis il y a un gars hyper chialeux, là, tu sais, une espèce de pamphlétaire qui avait des arguments pour tout, puis à un moment donné, il me regarde, il arrête bien sec, puis il dit « Serais-tu une indécrottable optimiste par hasard? » Puis je dis « Oui! » Justement! Tellement contente de dire « Oui! Arrête de m'écœurer avec ton pessimisme! » Alors, et ça, j'avais à peu près 25-30 ans, là. J'ai toujours cultivé ça, mais pour moi, l'espoir, c'était pas simplement d'attendre que ça se passe, mais bien de participer au changement. Et dès que je me mets en action, l'espoir grandit. Là, devant l'état du monde actuel, ça commande, si on veut cultiver l'espoir, d'être en action, d'être dans le courant, dans la manifestation, l'expression de qui on est, dans nos talents, dans nos dons, de contribuer, de partager. Écoute, je me souviens que quand j'étais une jeune journaliste, là, mon chum de l'époque, qui était aussi un journaliste, était souvent déprimé pour toutes sortes de raisons, puis il se tenait avec un des fondateurs de, comment ça s'appelle, tu sais, en tout cas, je me souviens pas, mais c'est un organisme pour les femmes. OK. Puis il disait, quand ça va pas bien, là, get involved. Implique-toi, tu vas voir. Mais j'en reviens pas que tu dises ça. Mais oui, parce que, puis je pense que j'en parle dans le texte, là. Oui, mais je t'ai entendu le dire, dans une entrevue. Oui, je l'ai dit hier. Hier, j'étais en conférence dans une grande entreprise. Puis on parlait de tout ce qui allait pas bien, puis comment les gens sont stressés, puis fatigués, il y a de l'épuisement, il y a toutes sortes de choses. Puis là,
je leur ai dit, j'ai dit, c'est drôle, hein, mais moi, depuis que j'ai écrit sur l'espoir, puis je vois du monde là, autour de moi que ça va pas, là. Puis en même temps, je me rends compte d'un truc là, qui est un peu pathétique, là. Puis regarde, moi aussi, je suis passée par là, là. Je suis pas mieux que personne, là. Mais tu sais, des fois, quand on va pas bien, là, ben, on se recroqueville, là. Tu sais, on devient comme un petit pruneau, là, en train de s'assécher, puis on est On juste, se replie, on est dans le repli sur soi, puis oui, puis finalement, on là, est il y a juste juste par nous autres rapport qui à existent. nous. Tu sais, c'est comme, il y a moi, là. Fait que en même temps, j'imagine que c'est l'ego qui est en panique aussi, là, tu sais, que ça marche plus, puis là, bon, faut faire quelque chose. En état de survie. Ah Ouais. non, il y a quelqu'un qui sonne, je pourrais pas aller répondre. C'est ton ego. Il était parti, mais là, il veut revenir. Ah, Le foyer, il sonne. continue, m'a fermé le micro au cas où que ça OK. insiste. Non, mais et je disais justement, je trouve il y a plein. Ah non, puis j'ai fait un lien, c'est vrai, avec quand j'ai fait une dépression, puis que j'ai pris des antidépresseurs. Puis que je voulais donc pas prendre d'antidépresseurs, je trouvais que c'était de la cochonnerie, puis tatata. Puis à un moment donné, mon médecin elle me dit, mais t'auras pas le choix parce que là, t'as pas de fond. Tu sais, t'as beau lire tous les livres de développement personnel que tu veux, faire de la thérapie, mais il faut quand même aller solidifier quelque chose, puis ça va prendre ça. Bon. Puis elle dit, on va y aller doucement, on va monter doucement, on va redescendre rapidement, doucement. Bon, bref, j'ai dit oui. Mais je repense à ça aujourd'hui, là. Puis je serais curieuse de faire un test. Puis là, attention, là, je ne veux pas dire que les antidépresseurs, il ne faut pas en prendre. Chaque cas est un cas, là, puis c'est les médecins qui s'occupent de ça, c'est pas moi. Là. Mais si j'étais allée aider, si j'étais allée faire du bénévolat un peu plus à cette époque-là, là, serais-tu restée 2 ans dans le fond du trou comme j'ai fait? Pas sûr. Tu sais, j'ai l'impression que quand on va pas, comme tu dis, on se replie sur nous-mêmes, on est juste par rapport à nous. Puis peut-être que ça prendrait pas grand-chose de dire qu'est-ce que je pourrais aller faire pour quelqu'un d'autre ou pour d'autres personnes, pour voir ce que ça va nous faire. Parce que je trouve qu'en vieillissant, c'est quelque chose que je fais plus, tu sais, que ce soit du bénévolat ou d'aider, comme j'ai fait avec les banques alimentaires et tout, mais c'est tellement ce qui m'allume le plus, puis ce qui donne le plus de sens à ma vie, puis ce qui nourrit finalement l'espoir dans ma vie. Parce Tellement. que je me dis, quand on aide, là, puis qu'on voit d'autres mondes qui aident, on peut pas faire autrement que dire c'est donc bien beau, puis ça fait du bien. Puis ça, on va toujours l'avoir. On perdra jamais notre capacité. Tu sais, c'est Marie de Henzel, Serge Marquis la cite souvent, là, qui dit « Il faut cultiver en nous ce qui ne vieillira jamais. » Mais qu'est-ce qui vieillira jamais? Ma capacité de venir en aide aux autres, de contribuer, ma capacité de m'émerveiller, ma capacité d'aimer, tout ça. Mais tout ça, là, c'est ça qui nourrit l'espoir aussi. Mais je voudrais quand même apporter une nuance parce que moi aussi, là, j'en ai pris des antidépresseurs à l'époque de ma vie où est-ce que j'étais complètement dans le fond. J'ai fait une espèce de shutdown total là, à l'âge de 33 ans qui était un méga... On aurait pu appeler ça un méga burn-out, mais j'arrivais pas à remonter parce que j'étais tellement fatiguée, ils ont appelé ça un syndrome de fatigue chronique, que même si tu m'avais dit, là, France, get involved, là, je t'aurais dit, là, je suis même pas capable de me lever, là, tu sais. Alors, il y a des états, puis là, on va continuer de parler d'états, il y a des états pour lesquels il faut d'abord s'occuper de l'état avant de pouvoir penser à faire quelque chose. Et c'est dans ces cas-là, puis là, tu l'as bien dit, que c'est parfait de prendre la petite pilule. Moi, je l'ai pris la petite pilule, ça a duré quelques mois et après ça, là, j'ai remonté la pente puis je suis devenue enceinte de mon fils et ça m'a mis dans un état de totale grâce puis j'ai béatitude et j'ai pas eu besoin par la suite parce que justement, j'avais un sens à ma vie, là, j'avais un fils, j'avais des enfants, après ça ma fille, puis j'avais plein d'autres raisons et puis ça peut arriver aussi quand on a des enfants. Ceci dit, il y a pas de jugement là-dessus. Là. J'ai toujours dit, moi, il y a Dieu dans la petite pilule aussi, peu importe la couleur, là. Mais ouais, je pense que c'est moi mon petit côté rebelle de pilule là, qui voudrait donc se convaincre que. Mais non, c'est vrai. Là, mais ça peut être le boost qui va te redonner l'élan. Puis une fois que tu as l'élan, tu peux dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour cultiver l'espoir maintenant? Oui. Et ça devient, parce qu'il y a des états où est-ce qu'il faut commencer par s'occuper de l'état. Là. Si tu es trop fatigué, tu es trop complètement à terre. Là. Non, mais j'étais là en plus. Là. C'est juste que moi aussi, je suis une indécrottable optimiste. Puis que des fois, j'oublie. Avec mes lunettes roses, là, j'oublie tout ça, là, c'est sûr. Complètement. Alors, parlant de rose, là, Sylvie, elle a écrit un fait comique avec vos chandails, là, avec nos chandails lignés. Puis on vous le dit si vous venez de vous joindre à nous, là, mais c'était pas voulu. Là. On en a ri en ouvrant nos caméras et en voyant qu'on était habillés pareil, presque. Bon, ben, elle dit qu'elle et son conjoint aussi. Alors, c'est le fun parce que vous autres, vous vous êtes parlé, mais nous autres, on s'était même pas parlé puis on s'est retrouvés avec des chandails rayés de la même couleur. Puis, c'est quoi? On a fait
une entrevue il y a une couple d'années, puis d'après moi, c'était la même affaire, on s'était dit la même affaire. On Je était pense encore que nous autres, on communique sur les couleurs. Alors, par les vêtements et les couleurs, nous deux. c'est ça. Louise qui dit merci, j'aime bien votre sujet sur l'espoir. Et France qui dit, moi je suis dans cet état-là de petit pruneau présentement. Je comprends ton état, France, et effectivement, il y a à entretenir cette flamme-là. Et cette flamme-là, elle est dans l'action. Tu sais. Alors dans le livre, je reviens sur le livre là, parce qu'il y a 3 autres auteurs, Serge Marquis, il y a Nicole Bordelot, Marc Pistorio. Donc on parle de psychologie, mais on parle aussi même dans le couple, Marc Pistorio dans le couple, dans l'état de célibat, parce que lui, c'est vraiment un médecin, un docteur, en fait, en psychologie. Théorie de l'attachement amoureux, etc. Il est vraiment formidable. Moi, ça a été un coach extraordinaire là, dans ma vie, Marc Pistorio. Puis Serge Marquis, c'est un médecin aussi, là, qui travaille beaucoup sur la notion de stress au travail, entre autres, là, et bien d'autres choses. Puis il est drôle, il me fait rire. Il est aussi drôle, cet homme-là, qui est touchant. C'est vraiment particulier. Il a la capacité de me faire rire aux éclats et de me faire pleurer. Exactement. Puis Nicole Bordelot, qui est notre maître yogi et qui est totalement rassurante elle est apaisante, elle est rassurante. Mais tu as lu évidemment tes 3 collègues. Qu'est-ce que tu retiens de ce que tu as parce que vous vous êtes appris les uns les autres là-dedans là, sur l'espoir. Qu'est-ce qui t'a étonné, qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu as aimé de ce que les autres ont écrit? Ben, en fait, moi, il y a une chose que je trouve qui ressort de tous nos textes là. On a un élément en commun. En fait, puis d'abord, une chose, moi, j'ai tendance des fois à stresser pour pas grand-chose dans la vie, mais là, j'ai stressé en écrivant ce texte-là en me disant « Oh mon Dieu, d'un coup, qu'on écrit tout sur les mêmes affaires » ou tu sais. Mais non, on n'a pas, tu sais, c'est pas comme... ça aurait pu arriver là, que l'éditeur soit obligé de nous dire « Eh bien là, toi, il faudrait que tu enlèves ce bout-là, puis que parce que Nicole, elle en parle déjà. » Non, ça, ce n'est pas arrivé. On avait vraiment nos sujets sans même s'en être parlé au départ. Ils nous ont laissé carte blanche. On est parti avec nos idées et tout ça. Et quand on lit vos textes, juste le début de chacun, on voit très bien que vous partez complètement, même si c'est le même sujet, vous partez sur des bases différentes. Oui, oui. Qui se rejoignent. Oui, je pense que oui, effectivement. Puis ce que j'ai aimé, moi, quand j'ai tout lu ça, c'est, je me suis dit, ce qui se démarque là, ou qui dénote de nous 4, je pense, c'est qu'on a parlé d'espoir, mais vraiment avec beaucoup d'authenticité puis de vulnérabilité. Dans chacun de nos textes, je trouve que ça ressort, puis je trouve que c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui aussi pour cultiver l'espoir. On peut pas cultiver l'espoir en se cachant, puis en jouant une game, puis en mettant trop l'ego d'avant. Je pense que pour cultiver l'espoir, là, il faut plonger au cœur de notre vérité, puis oser dire les vraies affaires, oser en parler même si c'est difficile. Moi, en racontant l'histoire de mon ami dès le départ, écoute, ça a été difficile, mais je me disais, hey, je suis pas toute seule à vivre ça, là, c'est sûr. Fait que c'est important. Puis même, moi, j'ai fini sur un côté plus spirituel, même religieux. Je me suis posé la question, dans les religions, tous les courants religieux spirituels, comment on perçoit l'espoir. Tu sais, tu parlais d'espérance tantôt, c'est beaucoup ce mot-là qui est utilisé parce que c'est de l'ordre d'une croyance en quelque chose d'autre. Donc, c'est pas nécessairement, comme tu as dit, un principe actif, mais plutôt quelque chose de passif, ce en quoi on croit, on aime croire. Mais j'ai été touchée, moi, profondément touchée par chacun des textes. Puis j'y connais, là, j'y connais ces 3-là, là, un petit peu, là, quand même. Puis je me disais, waouh, ils m'ont fait du bien. T'sais, moi aussi, là, je fais partie d'eux, mais, my God, j'avais besoin de lire les autres textes, j'avais besoin de sentir que c'était vrai, puis qu'on se soutenait, puis, tu sais, c'est ça. Écoute, il y a Marc Pistorio qui parle aussi beaucoup de ses patients, entre autres, parce que il voit dans ses patients des maîtres enseignants formidables qui, lui, il les aide, mais eux s'aident eux-mêmes à partir de ces graines d'espoir-là. Serge Marquis qui parle de sa grand-mère aussi, qui l'appelait mon petit désespoir parce que je sais plus quoi faire avec toi, ça c'est très drôle. Mais regarde, ça c'est un bon exemple de Serge, l'histoire de sa grand-mère. C'est aussi touchant que drôle, cette histoire-là. T'sais. Exactement. Et Nicole qui nous amène dans tout l'aspect, je dirais, plus poétique de l'espoir. Tu sais, quand on parle il y a une lueur d'espoir, il y a une graine d'espoir. Alors, c'est tellement quelque chose qui ne s'impose pas. Tu sais, l'espoir, là, il faut le cultiver parce que il est pas là de l'avant, tu sais, en partant. Et pourtant, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, hein? Oui. Et c'est là que toi, tu l'as inversé. Parle-moi donc de ta réflexion là-dessus. Oui, tu sais, on dit souvent ça, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis là, moi, après ça, je me suis dit, mais ça marche à l'envers aussi. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie.
tellement. C'est peut-être même ça qui nous rend vivants dans un sens. En tout cas, ça fait partie d'eux, j'en suis absolument convaincue. Parce que moi, depuis que j'ai étudié un peu plus en philosophie avec Thomas de Coninck, là, je m'amuse, tu sais, avec Thomas, il m'apprenait souvent à quel point il y a des concepts qui sont convertibles. Tu sais, entre autres, l'amour et la beauté sont convertibles. On trouve beau ce qu'on aime, on aime ce qu'on trouve beau. Je me suis dit, l'espoir et la vie, c'est convertible aussi. Le vivant, l'espoir, ça marche à l'endroit, à l'envers, ça se nourrit. Convertible dans le sens qu'on peut les inverser, puis on arrive à la même finalité. Oui, tu sais, c'est beau, ça. Je trouve que ça fait comme... moi, ça me fait penser au signe de l'éternité, là, quand tu dis t'es en vie, là. Ça me fait penser à Julie Niquette, là, qui travaille avec moi, qui dit tout le temps « tout est dans tout », là. Ben, c'est ça, c'est vrai. Puis c'est beau, c'est grand en même temps. C'est pas des petites choses à la légère. En même temps, c'est solide. C'est pas des croyances qui tiennent sur rien. C'est des expériences de vie, c'est des constatations, des prises de conscience qui... Et le constat aussi dont Marc Pistorio parle, c'est qu'il n'y a rien finalement qui est permanent. Non. Tout est en mouvement tout le temps. On peut être dans une passe de désespoir présentement et si on se raccroche au fait que tout est toujours en mouvement, que tout passe, eh bien qu'on va finir par trouver la graine d'espoir qu'on va pouvoir arroser pour se sortir de là. Et c'est ça que j'aurais aimé pouvoir dire à mon père à 14 ans parce que c'est pas une solution, le suicide, on est d'accord, hein, c'est une finalité en plus assez irréversible. Mais tu sais, tu parlais de ton ami là, qui trouvait de l'espoir au-delà de l'espoir. Ça me ramène à penser à Anne-Marie aussi, qui est décédée il y a 8 ans, ma grande amie, et qui, elle, vivait dans un espoir total parce qu'elle se savait condamnée, elle savait qu'elle allait mourir et elle avait le sourire à temps plein dans l'espoir de rentrer à la maison et de vivre quelque chose de plus vaste et de plus grand à l'autre côté du voile. Et c'était déconcertant pour certains. Voyons, comment tu peux être aussi joyeuse à l'idée de mourir? Et c'est ça qu'elle est venue enseigner, c'est que l'espoir, il se poursuit au-delà de la mort. Et c'est ça l'espoir au-delà de l'espoir. Exactement. Puis peut-être même que c'est un beau défi ou c'est une belle invitation de la vie quand on a l'impression qu'on est au bord du désespoir. Là, mais moi, j'essaierais de voir ça à ce moment-là en me disant, ben ça m'invite à quoi? Justement, peut-être qu'il faut que je vois les choses complètement différemment. Tu sais, en psychologie positive, il y a un test qui existe qui s'appelle le VIA Survey. C'est qu'on a tous et toutes 24 forces de caractère qui découlent de 6 grandes vertus. Puis quand on fait le test, ben ça nous met en ordre les forces de caractère selon ce qu'on utilise le plus souvent ou pas. Fait que tes 5 premières, c'est tes forces signatures, ça te décrit, mettons, ça, c'est ce que tu as l'habitude d'utiliser pour bien fonctionner dans ta vie. Mais les dernières dans la liste, ben c'est celles que tu utilises probablement pas souvent. Puis ce qu'on nous dit, c'est que si t'arrive quelque chose de difficile, que tu as l'impression que tu n'as pas ce qu'il faut pour t'en sortir, que tu sais, ou que tu es en train de perdre espoir, mais peut-être que ça se passe que là, c'est là pour te demander d'aller puiser dans des forces que tu n'es pas habitué d'utiliser. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que tu vas avoir à le faire tout le temps. Sauf qu'il y a quelque chose de grandissant, là, je ne sais pas comment le dire, là, mais qui nous fait grandir dans le fait d'oser peut-être utiliser des nouvelles façons de faire, nouvelles manières de penser, de percevoir la vie. Moi, ça me parle beaucoup. C'est un peu comme la logothérapie de... j'en parle d'ailleurs dans le livre, là, mais Viktor Frankl. Tu sais, il disait, on devrait penser aux moments les plus souffrants qu'on a vécus, puis se demander pourquoi je pourrais dire merci aujourd'hui pour ça. Faut pas être dedans, là. C'est pas quand on est en plein dedans que c'est le temps d'y penser, mais... oui. Tu sais, quand nos dépressions, burn-out, je sais pas trop, là. Mais moi, ça a été des occasions de guérison profonde, de guérison de la trahison, entre autres, de la trahison dans ma vie, qui m'a permis de voir et de remercier les acteurs du scénario pour dire « Hey, merci, ça m'a permis de me guérir. » Parce que ce que je comprends aujourd'hui, c'est qu'on ne peut que se trahir soi-même, se rejeter soi-même, s'abandonner soi-même, s'humilier soi-même, quand on abaisse notre fréquence parce que justement, on s'est laissé aller au désespoir, entre autres. C'est une des façons qu'on peut abaisser notre fréquence. Alors, remonter notre fréquence, ça veut dire d'aller dans nos talents, nos dons, ce qui nous anime, ce qui nous fait triper. Et ça a été découvrir moi. Oui, puis c'est peut-être d'en découvrir des nouveaux. Aussi, moi, je me dis peut-être que là-dedans, des fois, là, dans une traversée difficile ou une perte d'espoir, ben, on va peut-être découvrir finalement qu'on a un don, un talent particulier que jamais on a vu avant parce que c'est juste qu'on n'utilisait pas ça, on n'en avait pas eu besoin jusqu'à maintenant.
Exactement, puis c'est là qu'on apprend à se connaître, là. Serge Marquis revient beaucoup là-dessus, là, Ouais. hein, la ligne à tu sais, Socrate disait ça il y a 2500 ans, là: «Connais-toi toi-même». On l'a comme échappé pendant 2500 ans. On y revient. Je ris, excuse-moi, je ris, là, parce que Oui, j'ai je la là, on en Juliette nationale. Question existentielle, avez-vous le même styliste? Ben oui, Julie. On s'est même pas appelé avant, comme on disait au début. non, c'est ça. C'est un hasard, c'est un Ouais. hasard. Il y a Louise qui est là qui dit bon c'est drôle que vous parliez de ça car parfois je me demande dans quel état je me situe car manque de sens dans ma vie en ce moment et parfois je me demande si je suis pas un peu down mais à travers tout ça je fonctionne, bonne piste à explorer. Ben je pense qu'on peut revenir au fait de dire mais Louise, je te connais juste un petit peu puis assez pour savoir que tu as plein de talents que tu peux mettre de l'avant, puis c'est vraiment ça qui va redonner probablement, entre autres, qui va nourrir l'espoir et qui va te redonner un sens. Oui. Alors, allez dans tes talents, allez dans vos talents. Moi, par exemple, à un moment donné, pendant la pandémie, je me disais: «Qu'est-ce que je vais faire?» Ben mon Dieu, c'est quoi mon talent? C'est d'être une communicatrice. Ben je vais communiquer, je peux animer des méditations, je peux faire mon show de radio en ligne, je peux faire. Alors ça a été ça qui m'a animée. Mmh. Et là, on rentre dans une période où est-ce que le chaos va s'intensifier. Je suis désolée d'être un peu un oiseau de malheur, mais c'est le cas. Puis on va terminer là-dessus, Christine. Mais le chaos va s'intensifier et ça va être tellement important de cultiver l'espoir. Alors, comment tu voudrais aider les gens justement à cultiver comment tu pourrais terminer ça avec moi en leur donnant peut-être un truc pour cultiver l'espoir? Ben, moi, c'est ce que je prône en ce moment, là, ce qui me parle le plus, là, c'est de revenir à l'intérieur de soi, là, tu sais, puis tu as parlé de la maison tantôt, de rentrer à la maison. Ben, c'est pas nécessairement, la mort, là, mais, peut-être dans la vie, là, rentrer à la maison dans votre vie actuelle. Pour moi, c'est vraiment de revenir s'installer confortablement dans tout le positif qu'on a déjà, qui est déjà là, puis qu'on a tendance à oublier, à mettre de côté. Ces temps-ci, tu sais, quand je donne des conférences, que ce soit pour les entreprises ou dernièrement, j'étais avec le grand public aussi, puis je le vois, là, les discussions qu'on a, c'est beaucoup par rapport au fait que on est angoissé, on court un peu partout, on court trop, en fait. On dit que la vie va trop vite. Fait que là, on a besoin de récupération. Ça, c'est pas moi qui le dis, là, c'est une grande recherche de psychologie positive qui est venue nous prouver que c'est pas le stress qui nous est tant nocif, mais le manque de récupération. Le manque d'espace, de ressourcement. Moi, j'ai toujours dit, on est des sociétés à bout de souffle parce qu'on est constamment dans l'expiration. Ouais, L'expiration, c'est l'action versus le mouvement exact. d'inspiration qui est le ressourcement. Tu as Exact. tellement raison. Moi, je vois ça comme, ben, j'ai déjà parlé de l'histoire du faiseur de pluie de Jung, là, mais c'était l'histoire d'un homme qui arrive dans un village puis où ça va pas, c'est une grande sécheresse, puis il demande qu'on lui prête une petite cabane pendant 3 jours. Puis pendant 3 jours, tout ce qu'il fait, c'est revenir à l'intérieur de lui. Puis ben, lui, il dit c'était le Tao là, dont il parlait, ça se passe en Chine. Alors il dit il a laissé l'équilibre ou le Tao revenir à l'intérieur de lui et c'est ça qui a fait qu'il a pu le voir à l'extérieur. On a plein d'exemples de ça. Puis une image aussi qui me parle, c'est celle de Rémi Tremblay, qui son titre de livre J'ai perdu ma montre au fond du lac. Tu sais, quand t'échappes ta montre au fond du lac, t'es en panique, tu brasses l'eau pour essayer de la retrouver, mais finalement, toute la terre ou le sable qui est dans le fond, ça brouille, tu vois rien. Tout ce que tu as à faire, c'est ne rien faire quelques instants. Pas ne plus rien faire jamais, mais ne rien faire pendant quelques instants. Puis là, le sable ou la cochonnerie va redescendre dans le fond. Ça va devenir limpide. Puis tu vas très bien voir où ta montre. Tu vas être capable de la récupérer. Fait que je trouve que moi, c'est ça en tout cas que j'ai envie de faire en ce moment. C'est là que j'ai envie d'aller avec les gens qui font des formations ou des conférences, peu importe avec moi. Regarde, je rentre en retraite demain, moi, au monastère des Ben Augustines. oui, chanceuse, ah, c'est trop Pour faire ça, là, c'est exactement, c'est une retraite silencieuse. C'est la première fois que je le fais. Mais pour faire une introspection, se déposer, se donner du temps, tu sais, comme lâcher, là. L'autre analogie que j'utilise souvent, c'est la montgolfière, là. Je dis que pour que la montgolfière prenne son envol, il faut ouais, enlever ouais, les il faut sacs de délaisser du sable, bois, hein. il faut allumer le feu à l'intérieur aussi. Ah, merci, c'est tellement ça. D'ailleurs, moi, c'est pas mal ça ma job, d'allumer le feu en général. En autant que je mets pas le feu, tout est parfait. Mais c'est Ben, la tu sais, job de l'animatrice en moi. Hey, je termine avec Louise qui revient en disant: «J'explore tout ça en ce moment, d'explorer ses talents, ses ouais, élans». En fait, nos élans de vie nous mettent en mouvement et quand on est dans le mouvement, on retrouve finalement cette espèce d'espoir ouais,
d'amener des changements, les changements nécessaires. Et quand on dit que tout part de soi, mais commençons par ça. Alors, l'invitation à Christine, on revient en dedans, ne serait-ce que pour que la poussière se dépose. Et quand vous allez ouvrir la télé, vous allez peut-être avoir une certaine distance par rapport à tout ça, plutôt que d'être en réaction à tout ce qui se passe dans le monde présentement. Et quand on a les idées claires, on est pas mal mieux, plus apte en tout cas, à arriver avec des solutions dans notre propre vie et dans la collectivité. Tout à fait. C'est très bien dit. J'adhère complètement. OK, on finit avec Louise qui dit « Ça fait tellement de sens de vous écouter. » Belle réflexion en soi. Mais Christine, je rappelle que c'est présentement, et d'ailleurs c'est publié chez Édito, ton éditeur a été quand même visionnaire, hein, Erwan? Nos éditeurs, là, on a Erwan puis Ingrid aussi, qui ont eu cette idée-là, puis qui nous ont demandé d'écrire, mais il faut savoir, quand ils ont eu l'idée, puis qu'ils nous l'ont demandé, on était avant les élections américaines. On n'était pas où on se trouve là. Pas du tout. Alors, ça a été visionnaire et c'est le titre de l'émission, c'est un peu pour ça. Merci d'avoir contribué à ce titre Espoir avec un S qu'on peut trouver partout en librairie maintenant. Et à tout le monde, je vous invite à cultiver l'espoir, ne jamais, en fait, perdre espoir, parce que quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Et je peux vous assurer qu'on va passer à travers la crise qui s'en vient, ensemble. Merci. Merci. Merci Christine, merci tout le monde et à très bientôt pour un autre visionnaire. Ciao. Bye bye.